Eh bien, bonjour et bienvenue. Vous êtes à nouveau sur ANews Mobility, le média 100% dédié à l'écosystème de l'ensemble des mobilités. Aujourd'hui, nous recevons pour cette grande interview Xavier Chardon, qui est le CEO de Volkswagen Group France. Alors, Volkswagen Group France, groupe c'est avec un E ou sans E? Alors groupe, comme on est un groupe allemand, c'est sans E, mais effectivement, si vous voulez mettre un E pour que ce soit plus francisé, il n'y a aucun problème. Bonjour. Non, non, on respectera la charte de la maison. Alors, on va démarrer par une séquence, si vous voulez bien, identité. De ce que j'ai vu, vous avez un master en gestion des affaires marketing et services que vous avez passé à Nancy, que j'ai eu la chance de visiter et de voir sa magnifique place Stanislas. Là, ça- Et si je me rappelle bien, il y avait une petite statue de Jeanne d'Arc dans un coin de la place. Exactement. Et à l'époque, quand j'y étais, elle était encore ouverte aux automobiles. Maintenant, elle est complètement piétonne. Oui, elle est complètement piétonne. Voilà, et j'ai fait donc Nancy et puis Rome aussi. Alors, votre parcours professionnel, vous avez travaillé chez Citroën dans plein de pays, vous allez nous expliquer un petit peu ça. Et puis, aujourd'hui, au sein du groupe Volkswagen, avec, je crois, une escapade en Chine. Exactement. Donc, je suis un plus pur produit automobile. Ça fait 30 ans que je suis dans l'automobile. Effectivement, j'ai commencé chez Citroën en Italie. J'étais ensuite au siège, pas très loin d'ici, à Neuilly au départ. J'ai été directeur de Citroën Danemark, Citroën Allemagne. J'ai fondé la direction marketing monde de Citroën qui était éclatée par direction, pris le commerce France, avant effectivement de changer de groupe, de partir en Allemagne pour le groupe Volkswagen, sans eux, et où j'étais responsable des ventes Europe, puis direction marketing monde. Et vous avez raison, j'ai passé 4 ans en Chine, et puis maintenant, depuis 1 an et demi, de retour en France. Alors, en Chine, vous faisiez quoi? Donc j'étais vice-président des ventes et marketing au sein de notre joint venture avec le groupe SAIC, qui était à Shanghai, donc qui était à l'époque le leader du marché. La Chine a un peu bougé. On a toujours des positions qui sont très très solides, mais effectivement c'est BYD maintenant qui est leader du marché, même si le groupe, quand on met l'ensemble de ses marques, a toujours le leadership. Alors après cette partie d'identité, la séquence métier, vous aujourd'hui vous donc au sein de Volkswagen Group sans France, vous managez combien de marques? Donc on a les marques connues, donc Volkswagen, Volkswagen véhicule utilitaire, Audi, notre marque premium, Skoda, Seat, notre petite dernière Cupra. Et puis on a aussi des activités de Lamborghini qu'on consolide et qu'on suit sur un périmètre un peu plus vaste que la France. Alors si je me rappelle bien, Cupra c'est les modèles sportifs de. Alors c'était au départ les modèles sportifs de Seat et Oui, maintenant, c'est une marque à part entière. depuis 5 ans, c'est une marque à part entière qui a sa propre identité et que nous sommes en train de développer avec succès, des volumes qui ont pratiquement doublé par rapport à l'an dernier sur les 4 premiers mois de l'année. Alors vous fournissez également des services et des financements, donc vous avez des filières services et financements. Oui, on a différentes fonctions d'appui. On a une nouvelle direction de la mobilité qui a été créée. On aura l'occasion d'en parler après, parce que la mobilité, ça devient des enjeux de l'automobile, justement. On a une fois qu'on a commercialisé nos véhicules, eh bien, il faut les entretenir, faire qu'ils se maintiennent. Donc une direction groupe service, après-vente, qui entretient nos véhicules. Il faut savoir combien d'argent on gagne, donc on a aussi une direction financière, on a une direction ressources humaines, et puis nos collègues de Volkswagen Bank assurent effectivement tout le financement à la fois de nos concessionnaires, mais aussi, c'est l'élément le plus important, de nos clients, et ça devient effectivement un axe sur lequel on travaille de plus en plus en partenariat, puisqu'on passe de la possession à l'usage, donc tous ces développements de services sont absolument essentiels. Donc les particuliers, mais aussi les entreprises. Les particuliers, les sociétés, effectivement, ça fait partie de la les direction LOA des mobilités. aujourd'hui qui sont accompagnés de services comme la LDL. Exactement, donc nous on fait de plus en plus de leasing, de location longue durée, au départ pour les sociétés et de plus en plus pour les particuliers. Ça représente, alors pour avoir une idée un petit peu, le groupe en France, c'est combien de personnes et est-ce que vous avez des usines sur place et combien? Alors le groupe en France, si on prend le périmètre étendu avec nos concessionnaires avec lesquels on est en partenariat, c'est pratiquement 18 000 personnes. Pardon? 18 000 personnes. 18 000. Donc ça c'est avec nos concessionnaires. Le groupe Volkswagen, c'est un peu moins de 800 personnes que nous gérons en direct sur 2 sites, à Roissy et puis à Villers, qui est le site d'origine. Exactement. Et quand on parle de site de production, nous n'avons pas de site de production en France. Par contre, quand on regarde au niveau du groupe, on a des activités dans lesquelles on produit
donc des camions chez Scania à Angers. On a aussi MAN qui fait des MAN, moteurs effectivement à Saint-Nazaire. Alors, on dit MAN ou MAN. MAN qui produit des moteurs. Et puis, on a une entité qui était précédemment à 100% chez Volkswagen Group, qui est Bugatti, qui maintenant, dans lequel on est via Porsche minoritaire et qui appartient au groupe Rimac et qui produit encore effectivement des voitures à Molsheim. À Molsheim. Tout à fait. À côté du musée Schlumpf. Exactement. Vous êtes bien renseigné. Et du musée, parce que j'y suis allé, je les ai tous visités. Ouais. Le musée Schlumpf, le musée du chemin de fer, le musée de l'électricité. J'espère que vous avez fait des produits du contenu, parce qu'il y a de quoi faire là. J'ai des heures et des heures des cartes, des photos et vidéos que j'ai pas fini de trier. Parce que je crois qu'à l'usine de Molsheim, on a, pour l'anecdote, on a près de 200 modèles de Bugatti exposés. C'est le rêve. Ouais, c'est un musée qui a un grand thème, effectivement. Alors, on va faire un saut au niveau mondial et sur la stratégie. Alors, j'ai vu que le groupe avait une stratégie mondiale qui s'appelait New Auto. Alors, c'est quoi et c'est fait pour qui? Ça revêt quoi? New Auto, c'est la stratégie du groupe qui nous permet de nous projeter. Quand on regarde l'automobile, elle n'a pas été créée aujourd'hui. On a environ une centaine d'années d'historique. Mais sincèrement, quand on se projette, dans les 5 prochaines années, on va connaître des mutations plus importantes que ce qu'on a connu dans les 50 dernières. L'électrification, bien sûr, la digitalisation. On aura à terme la conduite autonome qui va arriver aussi. Donc on a des bouleversements assez profonds. On a aussi des nouveaux entrants qui arrivent. Donc nous, on souhaite consolider notre situation, pérenniser nos affaires et puis surtout accompagner nos clients dans la mobilité de demain. Donc on est en train de passer d'un constructeur de hardware à un fournisseur de mobilité. Et donc tout ça, c'est ce qui est englobé dans la stratégie New Auto. Donc New Auto, c'est comment nous allons devenir fournisseurs de mobilité pour les futures générations, et je dirais de mobilité décarbonée, bien sûr. Comment nous allons aussi, en tant que constructeurs, avoir une part de nos services qui va devenir de plus en plus importante. Et puis, donc, comment on exécute cette stratégie. Une fois qu'on a la stratégie, c'est bien. Après, il faut l'exécuter. Donc, Oliver Blume, qui est le patron du groupe depuis septembre dernier. Donc, qui vient de chez Porsche. Qui est toujours patron de Porsche. Et qui est toujours patron de Porsche. Qui a la double casquette, patron de Porsche et patron du groupe. Eh bien, il a lancé un plan stratégique avec 10 axes sur lesquels nous nous focalisons. Je ne vais pas détailler les 10, il en faudrait aussi plusieurs heures. Mais les 10 commandements. Voilà, les 10 commandements, les 10 injonctions. Mais pour vous expliquer en quelques mots, on a des éléments qui vont effectivement avoir trait à la digitalisation, la fourniture de software, l'électrification et la fourniture de batteries, mais aussi comment on arrive à développer une empreinte équilibrée de nos ventes mondialement, donc des plans spécifiques sur l'accélération en Amérique du Nord, la défense de nos positions fortes en Chine, et puis aussi des sujets de transformation et de la nouvelle mobilité, comme je l'évoquais précédemment. Alors justement, là, on va faire juste un mini focus sur la Chine. La Chine, vous êtes toujours présent en Chine, vous êtes partenaire avec un constructeur. Avec plusieurs constructeurs. Avec plusieurs constructeurs. Mais pour fabriquer des Volkswagen. Des Volkswagen, des Audi. Audi aussi. Ou des Audi. Et sinon, est-ce que ces partenariats, les Chinois sont aussi présents, les constructeurs, de plus en plus en Europe et vont l'être de plus en plus. On est dans un marché mondial. Voilà, en plus, ils ont des tarifs intéressants, enfin alléchants, tout du moins. Comment ça, vous avez des accords de ça c'est mon territoire, ça c'est le tien, là on travaille ensemble, là on n'y va pas. Est-ce que c'est bien réparti ou est-ce que c'est la concurrence? On est un constructeur mondial, donc dans les règles mondiales de commerce, il y a ce qu'on appelle le libre-échange et la concurrence, elle en fait partie. Est-ce qu'on a peur de la concurrence? Non, mais en tout cas ça nous incite à véritablement faire attention à ce que font nos concurrents. On n'est absolument pas dans l'arrogance, mais on est quand même dans l'observation d'un monde qui change pour effectivement s'assurer qu'on va, comme je le disais, pérenniser nos positions, pouvoir être rentable et être rentable pour investir dans les prochaines technologies. Et donc la Chine, elle est essentielle. En Chine, on opère avec plusieurs partenaires. On a 3 joint ventures. Donc on en a une qui est dans le nord avec FAW, une à Shanghai avec SAIC. Et puis récemment, on a créé une joint venture à Hefei, dans laquelle on est majoritaire.
On a aussi des entités que nous gérons en direct, sur lesquelles on est à 100%. On est aussi importateur, par exemple Porsche est importateur et gère ses activités à 100%. Donc on a une constellation qui est assez différente. On est producteur en Chine via ces joint ventures, et il faut savoir que le groupe est, quand on consolide toutes ces marques, leader du marché chinois, avec environ 15% du marché. Donc c'est un marché qui est absolument important pour nous, mais c'est un marché qui est en train de se transformer très très rapidement, notamment en termes d'électrification. Donc il faut qu'on devienne, je dirais, encore plus chinois en Chine, qu'on accélère le développement de solutions chinoises pour répondre aux besoins de clients qui sont très jeunes. En moyenne, un client chinois, il a 34 ans, contre 20 ans de plus en Europe, et il est souvent acheteur pour la première fois d'un véhicule. Donc pour encore les deux tiers, il achète. Il achète, beaucoup plus en Europe, même si certainement les offres il finance, mais il veut être possesseur, ça évoluera certainement, mais en tout cas, il n'a pas l'expérience de quelqu'un qui a déjà, très souvent en Europe, qui vient au véhicule neuf par le véhicule d'occasion. Là, il passe directement au véhicule neuf, ils achètent encore à, je dirais, 60% pour la première fois, on commence à avoir un petit marché de renouvellement. Donc c'est des clients qui sont très très sensibles à la nouveauté, et notamment à l'expérience digitale. Alors, en Europe, vous avez quelle part de marché, le groupe? Vous avez une... Alors, le groupe, on est environ à 21% de part de marché en Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un marché européen qui reprend des couleurs, un marché européen qui croît, et nous croissons plus rapidement que le marché. Donc, si on regarde la situation sur le premier trimestre 2023, nous avons pratiquement gagné 2 points de part de marché en Europe, donc on consolide notre leadership en Europe. Les USA, enfin l'Amérique du Nord, c'est la part de marché, La part de marché est beaucoup plus réduite, on est à 4,5. On gagne des parts de marché aussi, on a progressé d'environ 10%, donc ça c'est le point positif. Mais on voit que c'est un marché sur lequel on a beaucoup de potentiel. Il y a des opportunités qui vont se créer avec de l'électrification notamment. Donc on est en train d'investir fortement. On a l'ID4 qui est localisé dans notre usine américaine de Chattanooga. Vous l'avez certainement vu, on a annoncé aussi la création d'une Gigafactory au Canada. Donc ça montre à quel point on investit sur ce marché. Alors, et puis, la Gigafactory, pas pour construire des batteries, mais des cellules qui permettront qui vont faire des batteries derrière. Effectivement, des batteries derrière, donc un investissement très très fort. Et l'autre point qui est important, c'est que nous avons, là aussi, nous allons relancer une marque qui était connue des Américains, qui s'appelle Scout, qui faisait des pick-up et des 4x4 il y a plusieurs années. Et donc, grâce à la technologie du groupe, on va faire revivre cette marque mythique américaine qui doit nous permettre de gagner des parts de marché en comprenant davantage ce qui fait l'ADN d'un produit américain réinterprété, puisque ce seront des véhicules purement électriques. Alors, toujours sur la stratégie. Donc vous avez un nouveau patron monde qui en même temps a été le patron de Porsche, qui s'est exprimé sur les énergies. Alors aujourd'hui il y a la réglementation française qui n'est pas forcément tout à fait la même qu'au niveau européen. Enfin, on ne dit pas tout à fait la même chose. Il y a des constructeurs qui disent on va trop vite vers l'électrique, ça va être compliqué, on ne va pas y arriver. C'est quoi Alors, est-ce que la position du groupe, elle est globale sur les nouvelles énergies, ou est-ce qu'elle est par marque? Je sais que Porsche est plutôt favorable aux e-fuels, aux carburants de synthèse. Peut-être que MAN ou Scania, ils seront plus sur de l'hydrogène, d'autres marques sur l'électrique, ou qui ne seront plus qu'électriques. Donc, comme on l'a vu avec la marque américaine, est-ce qu'il y a une stratégie définie à long terme, ou pour l'instant il y a des positions? Donc, la stratégie qui est définie à long terme, elle fait partie de la stratégie du groupe qui est Way to Zero. Clairement, c'est la logique de décarboner. Zéro carbone. Zéro carbone. D'accord. Une fois que vous avez ce postulat, il peut être exécuté de manière différente en fonction des différentes marques du groupe. Vous avez raison, quand on se positionne plus sur le transport de marchandises et de personnes, donc on est chez MAN ou chez Scania, l'hydrogène peut faire du sens sur des boucles courtes, même chose dans le marin. Par contre, dans l'automobile, ce qui fait absolument du sens, c'est l'électrique et le pur électrique. D'accord. Donc ça, c'est la stratégie du groupe. Toutes nos marques, y compris Porsche, sont parties à fond dans l'électrification de nos gammes. Donc après, si on décline par marché, si je prends l'Europe, bien évidemment, on a été le premier constructeur à signer les accords de Paris.
Donc on va se mettre en conformité avec les 100% de véhicules électrifiés d'ici 2035. Nous le ferons même avant dans certains cas. Et si je regarde ensuite les ambitions des marques, je ne vais pas toutes les dérouler, mais marque Volkswagen VP, en 2030, notre ambition, c'est déjà d'être à 80% de véhicules 100% électriques. 80%, donc on avance par rapport aux exigences de l'Europe. Le e-fuel, sincèrement, c'est un épiphénomène. Il ne faut pas se focaliser. Je trouve que les médias ont donné beaucoup trop d'importance à ces éléments. Le e-fuel, il va permettre, dans certains cas, et parce qu'il va être produit avec des énergies recyclables, notamment de l'éolien, donc on a des tests en ce moment au Chili, il va permettre à quelques happy few qui roulent dans des véhicules sportifs de ne plus polluer et donc de traiter une partie du parc roulant. Mais c'est une technologie qui coûte très cher et qui ne permettra absolument pas aux masses de personnes de passer dans la production zéro carbone. Il faut du CO2, bon ça, ok, c'est bien de l'utiliser, et de l'hydrogène, mais de l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, c'est bien, mais ça coûte aussi cher. Exactement. À faire. Et l'hydrogène pour un véhicule particulier, c'est un non-sens. C'est pour ça que... Alors je pense que Toyota ne serait pas tout à fait d'accord. Ils n'avaient pas invité, donc on peut pas débattre. On les invitera, ils viendront en voilà, parler. vous verrez, ils auront certainement un autre point de vue, mais demandez-leur le bilan et la déperdition pour transformer de l'électricité en hydrogène appliqué aux véhicules particuliers. Et je ne parle même pas des investissements qu'il va falloir mettre après en termes d'infrastructures de recharge, mais simplement ce bilan-là, on voit bien que l'électrique est beaucoup plus pertinent pour de la mobilité individuelle de masse. Je ne suis pas en train de parler de circuit court, effectivement, là l'hydrogène peut faire du sens. Alors vous avez, si j'ai bien lu, vous avez une gigafactory en Suède. Oui, en et vous en avez 5 autres qui sont en prévision. Donc on en a une autre en Allemagne à Salzgitter, qui est donc une usine dans laquelle jusqu'à présent on assurait donc une volumétrie énorme de fourniture de moteurs à combustion, qui va complètement se transformer en gigafactory, qui a été annoncée. On en a une autre qui a été annoncée aussi à Valence, en Espagne, et qui est importante parce qu'elle va nous permettre d'accompagner l'électrification de petits véhicules qui vont rendre le véhicule électrique beaucoup plus accessible. Donc on a annoncé chez Volkswagen, chez Skoda et chez Cupra des véhicules qui vont démarrer en dessous de 25 000 € sans aide de l'État. Donc c'est important parce que si on veut accélérer la massification de l'électrique, il faut aussi qu'on fasse des efforts sans que ce soit les Chinois qui prennent Exactement. Et on pense qu'on a notre rôle à jouer. Donc ça, c'est à partir de 2025, donc la 3e usine. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Et puis effectivement, récemment, on a annoncé cette usine au Canada avec PowerCo. Tout à fait, avec PowerCo. Donc PowerCo, c'est notre nouvelle structure qui travaille effectivement sur à la fois les gigafactories dont nous avons besoin pour cette électrification, mais pas uniquement. Cette nouvelle entité, elle travaille aussi sur le développement de la recharge pour nos clients. Parce qu'avoir des gigafactories, c'est bien, mais il faut aussi que nous participions à l'accélération des solutions de recharge. Et puis enfin, il faut travailler sur le recyclage, qui est hyper important pour produire les batteries de demain. Et pour le bilan des véhicules électriques. Et pour le bilan des véhicules électriques, et puis aussi, effectivement, diminuer l'emploi de matériaux rares. Donc on est absolument engagé dans ce cycle vertueux. Ok. Alors maintenant, on va voir on peut peut-être parler un petit peu du plan produit. Justement, on a parlé de l'énergie, maintenant des véhicules, donc avec plein de marques. Ouais. On arrive à segmenter à peu près correctement sans se marcher sur les pieds ou sur les marchés. C'est l'exercice qu'on fait. Il est pas évident, mais il est intéressant où effectivement on essaye à la fois d'avoir une couverture de prix qui est différent, de couverture de typologie de clients. Alors schématiquement, comme vous le rappeliez au départ, on a des clients particuliers, on a des clients sociétés, on a des clients qui veulent des véhicules utilitaires pour transporter des marchandises. Et puis on a différentes typologies de véhicules. On a bien évidemment du SUV qui est de plus en plus à la mode, mais ça ne nous empêche pas de toujours avoir des versions break ou avant ou variantes en fonction de nos marques, des berlines qui reviennent à la mode et qui sont effectivement intéressantes quand on électrifie parce qu'elles permettent d'aller chercher davantage d'autonomie. Donc tout ça, ça fait partie de nos plans. On va investir 180 milliards dans les 4 prochaines années, de 2023 à 2027. On investit 180 milliards. Dans ces 180 milliards, il y en a 2 tiers qui sont dédiés à l'électrification de nos gammes et puis aussi au développement des softwares de demain qui vont prendre beaucoup d'importance.
l'électrification de nos gammes, c'est 50 nouveaux véhicules électriques qui vont être lancés dans les prochaines années. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas attendre 5 ans pour les voir. Il y en a qui vont arriver très très rapidement, comme l'i17 qu'on a présenté en avril à Paris. Pour la première fois dans notre groupe, on va avoir une voiture qui va avoir jusqu'à 700 km d'autonomie, qui résout énormément de problèmes. On aura bien d'ici quelques temps l'Audi Q6 qui va être présenté avec une technologie 800 volts, là aussi plus d'autonomie, mais aussi plus de capacité pour recharger rapidement. Et on a des plans aussi chez Cupra. On a présenté le Tavascan qui arrivera bientôt en France en 2024. Chez Skoda, on a 6 nouveaux modèles qui arriveront d'ici 2026. Donc, bien évidemment, l'ID Buzz qui vient d'être lancé, qui sera enfin disponible en version 7 places d'ici quelques mois. Donc, je vais m'arrêter là parce que franchement, je peux continuer pendant des heures et des heures. On a énormément de nouveaux projets qui arrivent. Chez Seat, on a la nouvelle Ibiza, le nouveau Arona qui arriveront aussi. Donc, sincèrement, chez nous, on a des marques qui sont gâtées. J'ai des directeurs de marque et des directeurs marketing qui ont la joie, le privilège de travailler justement sur tous ces lancements. Et il y a une activité effervescente. Alors, le process, c'est vous partez de... Donc, il y a des véhicules thermiques. Est-ce que vous chantez le 48 volts l'hybride rechargeable? On a toujours du 48 volts. D'accord. On a de l'hybride rechargeable qui est sincèrement une technologie de transition, mais qui peut faire du sens tant qu'on n'est effectivement pas à la fois dans des autonomies importantes, quand on est dans des situations où effectivement la recharge n'est pas toujours disponible dans tous les marchés européens. En France, on vient de dépasser les 100 000 points de recharge, mais ce n'est pas le cas partout en Europe. Donc on développe des technologies pas uniquement pour la France. Mais le véhicule hybride fait du sens, surtout que chez nous, dans les générations qui vont arriver d'ici quelques mois, on va arriver à environ 100 km d'autonomie. D'accord. Donc c'est un véhicule qui est intéressant. Mais c'est vrai que c'est une solution transitoire parce que il coûte cher, il faut combiner un moteur thermique et des batteries. Et puis surtout, on se rend compte qu'à l'usage, il y a quelques opportunistes qui profitent d'incitations fiscales sans pour autant recharger. Donc là, sincèrement, on remet de la masse sur des véhicules et c'est ça qu'il faut de toute façon combattre si on veut vraiment être dans du zéro émission. Alors, on va passer, moi, ce qui m'intéresse le plus, ça ne veut pas dire que ce qu'on a dit avant n'était pas intéressant, bien au contraire, on va quand même parler longtemps. Sinon, on va pouvoir refaire le montage, on va pouvoir couper. Non, tout ce qui est, tous les constructeurs donc, veulent être des fournisseurs de solutions de mobilité dont le véhicule sera une brique. Comment ça va se... Alors, là, on a parlé beaucoup de plans produits, d'énergie, etc. Alors, comment on devient un vrai fournisseur de mobilité et non pas comme, par exemple, le CNPA qui devient Mobiliance. Alors, d'un seul coup, il fait de la mobilité parce qu'il s'appelle Mobiliance. Enfin, là, je caricature volontairement. Je ne répondrai pas à ça. La responsabilité de mes propos. Non, comment on devient un vrai fournisseur de solutions, c'est-à-dire qu'il y ait des solutions de mobilité. Heureusement, on avait déjà, je pense qu'un peu l'analogie avec le CNPA Mobiliance, elle est bonne. Ils faisaient déjà de la mobilité, c'est pas parce qu'ils changent de logo qu'ils en font... ils n'en faisaient pas avant qu'ils en font aujourd'hui. Nous, on a déjà, bien évidemment, qu'on était déjà fournisseurs de mobilité. On va l'accélérer parce que ça correspond à un véritable besoin. Donc, quand on va faire de la mobilité, on estime que d'ici 2030, 20% de notre chiffre d'affaires sera généré par des services. D'accord ? Donc, pour faire de la mobilité, on intervient sur différents éléments. On peut faire de la mobilité de personnes, de la mobilité de biens. D'accord ? Donc, et là, on a une réponse articulée dans le groupe avec l'ensemble de nos marques. Mais ce qu'il faut aussi, c'est définir des tests. Et puis, il faut avoir ces fameuses briques qui vont permettre de faire de la mobilité, de répondre à différentes formes de mobilité. Si je reviens sur les éléments qu'on évoquait avant, donc le passage de la possession à l'usage, c'est déjà une première forme de mobilité. Et je dirais que nous, quand je regarde les chiffres en France, on est pratiquement passé de 100% d'achats à aujourd'hui un phénomène pratiquement inversé où on est à 70%, voire 90% dans l'électrique d'usage. Mais c'est de l'usage qui se fait essentiellement sur des périodes on va dire, entre du 24 et du 36 mois. D'accord ? Donc sur la mobilité à moyen terme. Première chose qu'on est en train de faire, c'est de se doter de formes de mobilité beaucoup moins contraignantes. Donc un peu avec l'analogie de Netflix, donc de l'abonnement sans engagement.
c'est déjà quelque chose qu'on fait chez Seat et qu'on a introduit il y a peu de temps chez Volkswagen sur le T-Roc et le Taygo. Ça veut dire que vous pouvez vous partir dans un abonnement et puis vous avez, pour des raisons personnelles ou de carrière ou autre, vous décidez d'arrêter votre abonnement. C'est possible de le faire quand vous voulez, sans pénalité. Sans pénalité, D'accord. ouais, Donc ça, c'est déjà des premiers éléments qu'on offre en termes d'offres de mobilité. Alors, objection, votre honneur, je dirais que c'est plus de la souplesse encore que de la mobilité, ça. La souplesse est toujours une forme de mobilité pour certaines personnes, mais c'est vrai qu'on va... Vous me disiez la suite. Mais c'est vrai qu'on ne va pas véritablement dans de la mobilité simple. C'est pour ça que le groupe a décidé d'investir fortement et de racheter Europcar. On n'a pas racheté à 100%, hein, mais on a une très très grosse majorité. Schématiquement, on a 2/3 des parts. Et Europcar doit nous permettre d'apporter des technologies de mobilité qui, elles, justement, vont aller couvrir la phase de la mobilité pour quelques heures jusqu'à plusieurs semaines. D'accord ? Et avec Europcar, en France, c'est un scoop, nous sommes en train de lancer une offre de mobilité, justement, beaucoup plus court terme, où vous ne choisirez pas forcément la couleur du véhicule, sa définition, mais encore que vous puissiez le faire en rajoutant un peu d'argent. Et donc on va tester à partir de septembre avec 500 véhicules cette approche de mobilité beaucoup plus flexible à la journée, au mois, donc avec Volkswagen, Europcar et notre financière. Donc ça, c'est un autre élément de mobilité concrète qu'on va démarrer. Et puis après, on aura d'autres formes de mobilité qui iront plus loin. Vous pouvez aller réserver du véhicule, de l'agrégation de différentes formes de mobilité en fonction de vos besoins. Et c'est pour ça qu'en France, on a aussi créé la direction des mobilités, qui traite essentiellement des entreprises. Là, vous savez que le crédit à la mobilité en France, il prend une importance absolument forte. Et il y a des utilisateurs qui n'ont plus forcément envie d'avoir une voiture en permanence, mais qui veulent avoir un véhicule quand ils vont partir sur plusieurs kilomètres ou avoir des besoins particuliers. Entre-temps, veulent pouvoir prendre le train et puis peut-être avoir un véhicule à destination. Et c'est absolument ces services que nous sommes en train de traiter avec cette nouvelle direction de la mobilité. Alors j'avais une autre, j'ai le souvenir d'avoir été à une présentation presse Seat il y a quelques années sur les quais vers le canal de Lourdes, je crois. Et où il présentait, il y avait des voitures Seat, il y avait une trottinette, il y avait un scooter électrique, et il y avait un vélo électrique qui était logoté Seat d'ailleurs, qui était rouge de mémoire. Et c'était une spécificité de la concession, alors je ne veux pas dire de bêtises, c'était Orléans ou Tours ou on a testé effectivement. Et est-ce que ce genre de produit, c'est quelque chose qui rentre dans la direction des mobilités ou c'était juste une expérimentation? C'était un test qui a été concluant et qui aujourd'hui est étendu. Et c'est effectivement Seat qui occupe cette logique de répondre à la mobilité douce. Donc chez Seat, vous allez trouver des e-scooters, donc des trottinettes électriques. Vous allez trouver des vrais scooters donc en électrique, donc en 50 et en équivalent 50 et 125, purement électrique. Donc maintenant accessible aussi sans permis. Et puis on est en train d'étudier peut-être d'autres formes de mobilité urbaine accessible sans permis, donc dès 14 ans. C'est un peu trop tôt pour en parler. Mais on se dit qu'on a effectivement un rôle à jouer dans la démocratisation de cette forme de mobilité, plus centré sur de l'urbain avec des petits déplacements, mais justement de répondre à différents segments. Alors j'ai lu chez mes confrères que justement Seat deviendrait la marque de mobilité et qu'elle disparaîtrait en tant que marque de véhicule. Alors là, franchement, vous avez des conseils et vous avez des confrères qui ont été mal informés. Alors je ne sais pas s'ils sont lancés dans de la traduction erronée de l'espagnol au français. Mais il n'y a absolument aucune velléité de stopper la marque Seat, bien au contraire. Au dernier salon de Barcelone qui avait lieu il y a 10 jours, le patron Wayne Griffiths a justement rappelé que l'avenir de la marque Seat, c'était des engagements de renouvellement pour des modèles qui sont phares, comme l'Ibiza et l'Arona, qui seraient renouvelés, sur lesquels on investit. Et donc ça, c'est un point absolument clé pour la marque Seat. C'est des piliers de la gamme Seat qui vont être renouvelés. Et dans le même temps, on va étendre la mobilité et les offres de Seat
avec ces offres de mobilité douce qui sont complémentaires. Pourquoi on le fait chez SEAT? Parce que c'est la marque qui a aujourd'hui le plus de propension à attirer des clients jeunes. En moyenne, ils sont 10 ans plus jeunes que la moyenne du marché français. Donc on se dit qu'il y a véritablement un vecteur de croissance sur ce sujet. Donc on investit chez SEAT et en parallèle, bien évidemment, on investit pour faire croître la marque Cupra qui, elle, va avoir d'autres modèles qui vont arriver. On ne peut pas avoir une marque avec essentiellement 2 modèles. C'est pour ça qu'on va lancer davantage de modèles électriques. Alors, c'est peut-être ça que les journalistes ont interprété comme on investit beaucoup sur Cupra et moins sur SEAT. Ça, c'est un phénomène absolument logique puisqu'on est en train d'installer une nouvelle marque. Alors, les constructeurs, pour être des fournisseurs de solutions de mobilité, ils ont besoin de donc développer, on en parlait tout à l'heure, du digital, des applis, etc. Moi, j'ai un souvenir aussi, je suis l'ancien combattant, d'avoir essayé la première 308 et on est arrivé pour les essais. Alors, c'est chez Peugeot, bien évidemment. Et on nous a parlé. Ancien combattant, voilà, moi je pense que vous avez parlé de la 305 ou de la 306. Moi, je me rappelle du lancement de la 306. Donc. Particulièrement la 308, parce que c'était. On nous a parlé 10 minutes de la voiture et de motorisation, etc. Et on nous a parlé 20 minutes de l'écran qui avait été fait avec Sony, tout ça. Et on s'est dit, tiens, je me suis trompé de présentation. Je suis venu voir des écrans, les écouteurs, je ne sais plus quelle Focal, enfin la marque Focal qui travaille avec PSA. Ça. Bon, voilà, je me suis trompé, je ne suis pas venu à un essai de voiture. Non, je ne pense pas que vous soyez trompé, mais c'est une tendance de fond. Donc on voit bien, si on se remémore quelques années en arrière, c'est vrai que quand on avait des présentations de véhicules, la présentation de la palette des moteurs, que ce soit essence, diesel, je dirais même la qualité de la boîte automatique qu'on présentait à l'époque, combien de rapports, le couple et ainsi de suite, c'était absolument essentiel et clé. Aujourd'hui, on voit que l'intérêt des clients, il s'est déplacé sur d'autres logiques. Mais je dirais, c'est propre à l'automobile, mais pas uniquement. Si vous aviez été dans la téléphonie il y a quelques années, quand vous étiez à une présentation de Nokia, on vous aurait dit, regardez, mon 3310, il a une autonomie de recharge de la semaine. Et puis tout d'un coup, il y a un ovni qui est arrivé qui a parlé d'une expérience client complètement différente. Donc c'est exactement la même chose qui se passe dans l'automobile. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, quand vous allez venir chez nous, on va vous parler de tout ce qui est développement de software. Donc on reviendra certainement sur le rôle de Cariad, qui est notre développeur chez nous. Mais c'est vrai que c'est absolument clé dans l'expérience client que vous avez. De plus en plus, quand on passe du temps dans la voiture, parce que on a des limitations de vitesse, on a des temps de trajet qui sont importants, c'est absolument nécessaire dans ce qu'on appelle, nous, notre troisième maison, entre la maison, le bureau, l'automobile. Finalement, ça devient un élément dans lequel il faut qu'on retrouve des éléments, une connexion au monde extérieur qui nous permet de nous faciliter la vie. C'est pour ça que je ne vais pas dire que ça devient un smartphone à 4 roues, mais il faut véritablement qu'on rentre dans cette logique, d'autant plus si on se projette dans la conduite autonome. Je vais peut-être un peu provoquer, mais aujourd'hui, effectivement, il y avait cette présentation, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la bataille, elle est déjà perdue. Récemment, je prenais un VTC et je le regardais. Il avait 2 téléphones, il avait son écran de voiture. Et en fait, sur son écran, je lui dis, mais c'est Apple CarPlay que vous avez là. Ah oui, j'utilise que ça, parce que le truc de la marque, c'est nul. Mon téléphone, c'est un Samsung, ça va pas, je peux pas. Enfin, voilà. Et je me suis dit, mais les constructeurs, en fait, parce que c'est un peu ambigu. Vous avez des accords avec Apple, vous avez des accords avec Google. Google apporte des briques ou des fois apporte le cœur du système chez certains constructeurs américains, le noyau. Et là-dessus, je ne sais plus qui a. Je crois que c'est chez vous, Cariad, où on va pouvoir Cariad, pardon. On va pouvoir rajouter. Je ne sais plus, n'importe quoi, YouTube, Netflix, des applis comme ça. Et le système propriétaire, il va disparaître au profit des GAFA qui vont prendre la main sur les véhicules, puisque même maintenant, je crois qu'il y a un modèle où on peut, avec son iPhone, on ouvre la voiture. Oui, c'est possible, effectivement. Ça s'appelle de redonner de... Alors, où est-ce que vous avez encore une place ou est-ce que vous on est persuadé qu'on a un rôle important à jouer. C'est justement pour ça qu'on souhaite développer notre propre OS plateforme.
en étant ouvert, bien évidemment, parce que ça ne sert à rien de se mettre des œillères et de penser qu'on va, nous, forcer les clients à utiliser un système qui n'interagit pas avec ce que les clients utilisent tous les jours. Hein, vous l'avez dit, moi, si je veux aller regarder, par exemple, cette interview, je ne vais pas aller sur la chaîne Volkswagen, je vais aller sur YouTube. Donc, si on n'est pas capable d'intégrer YouTube dans nos systèmes... Alors, aux places arrière. Hein, aux places arrière, vous avez raison. Mais peut-être demain aux places avant, quand on sera en pure autonomie. Il faut encore plusieurs années avant d'y arriver. On est d'accord. Mais côté passager, c'est pour ça qu'on va aussi développer dans les prochaines générations de véhicules des écrans au niveau de la place du passager. Pourquoi ? Parce que ça donne du confort. On a aussi, nous, on a des cahiers des charges quand même très très précis en termes de résistance en cas d'accident au choc. On a des écrans qui sont aussi faits pour durer, avec des cahiers des charges qui sont très précis. Il faut pas l'oublier. Mais tout ça, ça nous permet aussi. Faut pas qu'il y ait un airbag derrière. Exactement. Mais c'est tous les éléments que les clients oublient un peu quand ils mettent certaines fois des écrans. Ils oublient un peu de ce qui peut potentiellement se passer derrière. Mais il faut absolument qu'on intègre ces éléments. Vous parliez de votre taxi, effectivement. Alors peut-être qu'il a utilisé CarPlay ou je ne sais pas quel autre système. Mais si vous regardez bien, il a quand même utilisé l'écran central qui est toujours positionné de manière c'est l'écran de la voiture sur lequel Et cet écran, il va peut-être lui permettre, lui, d'utiliser son CarPlay parce qu'il est bien et parce qu'il va retrouver des raccourcis. Aujourd'hui, son CarPlay, il est obligé de le plugger. Il ne peut pas le faire par Exactement. Bluetooth. Donc c'est pour ça qu'on a aussi, nous, développé des systèmes soit par Bluetooth ou même par Wi-Fi, de manière à le faire, de manière aussi à recharger le téléphone avec de l'induction. Donc tous ces éléments-là, c'est du confort qu'on donne déjà à nos clients. Mais demain, il faut qu'on soit aussi capable, nous, d'intégrer des éléments où finalement, le client, quand il va avoir la gestion de la commande vocale, il va pouvoir à la fois commander sa navigation, mais aussi interagir en disant j'ai froid. La voiture va automatiquement réagir et changer les paramètres de la climatisation. C'est déjà des choses qu'on fait. Donc on voit bien qu'on est dans un système où il va falloir qu'on agrège et qu'on intègre. Il ne faut pas tomber dans l'écueil qui est de tenter de tout résoudre. Ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, il faut qu'on joue ce rôle d'agrégation et d'interface entre notre véhicule, la gestion du client, parce qu'on estime qu'on a un service à lui donner, et puis effectivement ceux de tiers, qu'ils soient les GAFA ou autres, qui vont rendre des services aux clients. Alors, donc ça, c'est absolument clé. Le rôle de Cariad là-dedans ? Le rôle de Cariad, c'est de développer justement tous les softwares qui vont permettre de développer nos véhicules, des softwares qui vont permettre justement de mieux gérer, par exemple, l'interaction avec le management de la batterie, le préchauffage de la batterie avant que vous arriviez en fonction de vos habitudes, d'interagir entre votre smartphone à la maison et le véhicule. Ça, c'est un côté des éléments. Le deuxième sujet, vous savez que vous êtes très content d'avoir un smartphone qui se met à jour pour vous donner de nouvelles fonctionnalités. Il y a des constructeurs, les nouveaux constructeurs comme Tesla le font. Et bien, le groupe Volkswagen, grâce à Cariad, on est le premier constructeur généraliste à offrir cette mise à jour à distance. Et tous les 3 mois, vous avez des véhicules qui se mettent à jour. Si je prends la nouvelle ID.3, par exemple, la commande vocale, grâce à s'améliore de jour en jour, mais il y a même d'autres fonctionnalités qu'on donne. On n'est plus obligé de télécharger l'appli sur son ordi, de mettre une clé USB, d'aller dans le véhicule, mettre la plug. Alors, ça, c'est ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours. Chez certains. Ça existe toujours, mais la prochaine mise à jour, vous allez voir que, par exemple, quand vous faites la mise à jour, vous appuyez sur votre clignotant et à partir de 110 km/h, la voiture va changer de fil. Ça, c'est quelque chose qu'on met à jour avec le over-the-air. Donc c'est aussi un point qui est très très important. On parlait de passer de la possession à l'usage. Toutes ces mises à jour de véhicules, elles vont nous permettre de garantir à nos clients que la valeur résiduelle de leur véhicule va augmenter par rapport à de l'obsolescence programmée. Donc ça, c'est important parce que ça va nous permettre d'avoir des mensualités qui sont plus attractives. Juste un petit mot une réponse courte sur les véhicules autonomes. On est aujourd'hui à peu près bloqué au niveau 3. On va y être encore pendant un certain temps. Plus 3, alors on fait des tests. Nous, on va avoir des tests à Hambourg, à Munich, avec des véhicules qui sont développés, qui vont être en pure conduite autonome. Mais sincèrement, avant de Vous avez une navette à Munich On a une navette, on avait des navettes avec Argo, on a des navettes à Hambourg avec Moya, où il y a encore des chauffeurs. C'est ces véhicules où on va, grâce aux données qu'on emmagasine et aux tests, on va certainement déployer des premiers
plusieurs véhicules purement autonomes à partir de 2025-2026. Ça ira certainement plus rapidement en Chine, où là on est en partenariat avec Horizon Robotics, pardon. Donc on va aussi faire des tests en Chine. Mais avant de passer sur un véhicule individuel qui soit en conduite purement autonome, il va encore se passer, je dirais, on va en parler au début des années 2030. On continue à travailler, mais si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait l'impression que c'était demain. On va dire que ce sera plutôt après-demain que demain que toutes ces évolutions arriveront. Mais elles arriveront. Alors sur la mobilité et l'évolution de la mobilité, je voulais vous interroger sur on a parlé des véhicules, de ce qu'on peut faire avec les véhicules, des services qui vont autour des véhicules. Dans les mobilités avec un S, moi je regarde aussi on regarde tout ce qui est multimodal. Oui. Donc vous travaillez avec Europcar, vous me l'avez dit. Est-ce que, parce que ça, je pose souvent la question aux constructeurs et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous travaillez avec aussi la SNCF pour faire du multimodal? Est-ce que vous travaillez avec... généralement, ils travaillent effectivement avec des lois courte durée, mais avec de l'aérien. Est-ce que vous travaillez avec... où ça reste... non, c'est la voiture et autour de la voiture et c'est difficile Non, on va arriver sur de l'agrégation de services, mais je dirais que ce soit la SNCF avec de l'aérien ou d'autres formes de mobilité, on va nous travailler plutôt pour faciliter la vie du client, aujourd'hui plutôt professionnel, dans le traitement des différents flux, des facturations et de la réconciliation de son enveloppe mise à disposition par son employeur, de manière à traiter ces éléments de la manière la plus fluide possible. On a des éléments, on est notamment très avancé aux Pays-Bas ou en Belgique, et on s'est rapproché de nos collègues pour justement... utiliser leur savoir-faire. On n'a pas envie de réinventer la roue alors que ils ont des cartes très efficaces. Tout à fait, exactement. Donc, ils ont emmagasiné l'expérience depuis plusieurs années. Donc, on va démarrer dans ce sens-là. On a les premiers pilotes qui arrivent cette année en France. Et ça, on pense qu'on a un rôle fort à jouer. D'accord ? Mais on ne va pas se suppléer à la SNCF ou à l'aérien. On a suffisamment à faire chez nous. On va faire des offres ensemble. On peut faire des offres packagées, mais en tout cas, on peut les rendre transparentes au client qui choisira ces différentes formes de mobilité et de modalité. Et puis l'autre sujet, effectivement, c'est comment on peut coopérer avec Europcar, parce que là, effectivement, eux, ils ont déjà une assise qui est forte dans les gares, dans les aéroports, mais on a aussi chez nous, on l'ignore encore trop souvent, je dirais 90% de nos concessionnaires aussi, aujourd'hui, sont équipés en rent, que ce soit Volkswagen Rent, Audi Rent. Alors souvent, ce qu'on a démarré, c'était effectivement des véhicules de courtoisie ou de prêt. Mais aujourd'hui, on fait aussi des offres de loisirs. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir un véhicule, un camping-car, vous pouvez très bien vous adresser à votre concessionnaire Volkswagen qui fera un plaisir de vous louer un California pour partir en vacances. Donc, ça, c'est des offres de mobilité qu'on fait déjà. Et si je regarde dans la marque Cupra, ils sont en train de réfléchir sur un système de modalité aussi à la carte où vous pouvez être possesseur d'une Cupra électrique, avoir envie de partir au ski et vous avez besoin d'un 4x4, eh bien ce sera possible de le faire. Et donc c'est un système de changement en fonction de vos besoins, ou inversement, si vous avez une voiture sportive et que vous devez rentrer dans une ZFE, donc la voiture sportive pouvant être électrique bien évidemment, mais si elle est thermique, on vous proposera ce type d'évolution. Et donc ça fait aussi partie des offres où on pense qu'on a un rôle fondamental à jouer. Alors autre mobilité qu'on oublie régulièrement, c'est en ruralité, parce que les ruraux, justement, ils ont, en dehors de la voiture, ils n'ont pas trop le choix. Alors moi, vous savez, je suis né dans un petit village de 2500 habitants. Ah, je fais plus fort, moi 700 habitants. 700 habitants. Donc je pense qu'on a deux villages, voilà. Séparés par un pont et une rivière. Il y avait 500 d'un côté et 250 de l'autre. D'accord. Donc quand on a connu cette logique, je pense qu'on est passé par les mêmes étapes. Il y a le vélo, après à 14 ans c'est la mobilette, moto, et à 18 ans on passe la voiture, parce que c'est ça la solution de mobilité encore pour beaucoup de Français. Donc pour nous c'est absolument essentiel de continuer dans cette logique. Alors il y a des gens qui commencent à faire des propositions en ruralité de faire des pôles de location de véhicules électriques ou pas, mais généralement électriques, où on met deux voitures, un utilitaire, peut-être un pick-up, voilà, pour tous les usages, et à chaque fois avec une boule de remorque, parce que généralement on a des choses à emmener à la déchetterie, etc.
Et ça, c'est des choses que vous... ça, c'est par exemple une banque française qui fait ça avec un autre constructeur. On le regarde objectivement quand on traite du particulier, c'est compliqué. Enfin, on n'a pas encore trouvé la martingale. Par contre, on pense qu'il y a du potentiel à le faire quand on traite, par exemple, de parcs de sociétés, typiquement des pépinières de sociétés que vous mettez ensemble. Là, on est persuadé qu'il y a des besoins dans lesquels on veut s'inscrire, notamment pour offrir différentes formes de mobilité. Et ça peut être aussi du complément entre du véhicule à 4 roues et puis aussi des offres de roues. À ce sujet, on va d'ailleurs démarrer des expériences en France avec des vélos de courtoisie dans nos concessions. On a 3 concessions pilotes qui vont démarrer dans Paris, dans le 7e, à La Rochelle et à Chartres pour tester ces offres complémentaires. On pense que là aussi, il faut on parlait avant des trottinettes et des scooters électriques, mais il faut aussi qu'on arrive à se remettre en cause et finalement, en fonction de où nous sommes situés, le vélo peut être une très très bonne alternative. Alors, si vous aviez une baguette magique aujourd'hui et tous les pouvoirs, qu'est-ce que vous changeriez tout de suite pour la mobilité ou les mobilités? C'est quoi le truc qui est bloquant? Il n'y a pas véritablement de point bloquant. Alors c'est vrai qu'on est dans un environnement où il faut, je pense, que le législatif et les gouvernements nous aident. Donc en France, on a quand même la chance d'avoir, notamment pour l'accélération de l'électrification, on a quand même des bonus qui sont importants. Il faut rappeler que ce n'est pas le cas de tous les pays. Il y a plusieurs autres pays qui l'ont fait, qui l'ont déjà arrêté. Ce n'est pas le cas en France. Il faut aussi pouvoir accélérer l'accès à la recharge. Et on voit bien aujourd'hui, c'est un peu le côté paradoxal, c'est que sur l'électrification, elle se fait davantage en milieu non urbain qu'en milieu purement urbain. Et si vous regardez notamment à Paris, on vient à peine d'installer les premiers superchargeurs. Il y a encore trop peu de parkings qui offrent des solutions de recharge. Donc là-dessus, on a besoin d'accélérer. On considère qu'on a un rôle à jouer, mais on n'y arrivera pas tout seul. Donc là-dessus, il faut qu'on ligne nos forces. Au début, vous avez évoqué dans les développements la recharge. Donc vous avez une... Oui. Donc nous, on participe à des offres de recharge à différents titres. Il y a du monde sur le... Il y a du monde, mais sincèrement, nous en France, quand on se projette, d'ici la fin de l'année, je donne un coup de baguette magique et on se retrouve au 31 décembre, nous aurons 300 sites en France avec des superchargeurs accessibles 24 heures sur 24. Un superchargeur, c'est au moins 150 kW. 150 kW. Donc ça veut dire vous rechargez de 20 à 80% votre véhicule en 25 minutes sur les dernières générations. D'accord ? Nos concessionnaires et nous-mêmes, on est partie prenante de cet effort. Avec 300 superchargeurs, on parle beaucoup de Tesla, on parle beaucoup d'autres constructeurs, on aura pratiquement le plus gros réseau de superchargeurs de France. Donc on considère qu'on doit avancer dans cette logique. On a lancé aussi Chargy. Chargy, c'est le Airbnb de la recharge entre particuliers, où on considère que vous pouvez mettre en contact des particuliers avec d'autres qui peuvent offrir des solutions de recharge. Donc là aussi, on est véritablement inscrit dans cette logique de démocratisation de la recharge. Je crois qu'il faut qu'on avance tous collectivement dans ce sens. Alors après le coup de baguette magique, le coup de gueule, il y a le truc qui vous horripile en termes de mobilité. Moi, le truc qui m'horripile, c'est la manière dont on parle de l'automobile en France. Tous collectivement, alors ça peut être... je trouve le car bashing, ça suffit. Franchement... Et ça fait toujours vivre une personne sur 10. Exactement, et puis surtout, on en parlait quand... je repars de nos villages respectifs. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir de l'accès à la mobilité collective. Pourquoi pas? Moi, j'habite dans Paris. Le week-end, je ne me sers pas de ma voiture. Je me sers du métro, je me sers de mon vélo. Mais il y a des moments où j'ai besoin de la voiture et il faut quand même que les gens le comprennent. Mais surtout, je trouve que l'automobile, on est en train de se transformer. Qu'on nous accuse à chaque fois de tous les maux alors qu'on fait des efforts incroyables, qu'on investit des milliards. Moi, je veux bien, je respecte l'opinion de chacun, mais franchement, des fois, j'ai les boules par rapport à ça. Et surtout, je tiens à passer un message en disant l'automobile, on est un secteur qui est en évolution incroyable, donc notamment, venez travailler chez nous. Moi, quand j'entends aujourd'hui, il faut quand même savoir, on a toujours l'impression que l'automobile est en train de perdre des emplois, qu'on va fermer et autres. C'est absolument pas le cas. En France, nous et notre réseau, à l'heure qu'il est, on recherche au moins 1000 personnes. Donc on embauche et à différents endroits des conseillers de vente, des conseillers réceptionnaires, des mécaniciens, des techniciens. On a besoin de technicité importante.
pour entretenir nos véhicules électriques, le software qui se développe. On a plein de sujets d'agrégation de mobilité où il nous faut des profils absolument dingues. Et puis surtout, c'est des emplois qui sont bien rémunérés, ils sont tous en dessus de la médiane française. Donc moi je fais un appel, si l'automobile ne vous intéressait pas, venez chez Volkswagen Group France, venez dans nos réseaux, on a des métiers passionnants, on a la possibilité d'accompagner vos carrières, vous allez prendre votre pied. Donc l'automobile, c'est un secteur d'avenir. Bien d'accord. J'acquiesce. Alors, la dernière question, c'est en dehors de la question perso, c'est quoi le scoop, quelque chose qui va arriver en septembre? J'en ai déjà donné plein. Attends, je vous ai dit qu'on allait avoir de la mobilité. Leslie, elle va se retourner, elle va boucher ses oreilles. Leslie, j'avais même le partenariat avec Europcar. Donc j'en ai donné trop. Elle va me tuer en disant que je n'ai absolument pas respecté les embargos. Non, pas vous tuer. Donc, est-ce qu'il y a un truc vraiment qui se détache et qui va arriver Alors, je sais qu'il n'y a pas de il n'y a pas de mondial de l'auto cette année. Il y a la mobilité. Il y a le salon de Lyon. Rendez-vous au salon de Lyon. Vous verrez. Voilà, il y a le salon de Lyon. Et puis il y a un salon sympathique. Moi, c'est plutôt sur les services et la mobilité. Les véhicules, j'aime bien, mais services et mobilité. Franchement, vous avez parlé. Donc chez Cupra, on va avoir cette offre de mobilité intervéhicule qui est hyper intéressante. Et puis, comme je disais, on va avoir une formule d'abonnement avec Volkswagen et Europcar qu'on lance en septembre. D'accord. Après, les autres coups viendront plus tard, mais je ne vais pas griller toutes mes cartouches d'un coup. Là, j'en ai déjà dit trop. Mes confrères vont être jaloux. Ouais. Alors, dernière chose, à titre personnel et familial ou pour vous les loisirs, vous vous déplacez, vous la vivez comment, la mobilité? Vous faites comment? Moi, je dirais je suis multimodal. En fonction des usages. En fonction des usages, ça peut être la voiture. Je passe en voiture électrique maintenant. Ça peut être le train, ça peut être l'avion. Ce week-end, je vais à Munich. Objectivement, si j'y vais en train, c'est un peu compliqué sur un week-end court. Mais effectivement, j'ai pas un schéma précis. Et c'est vraiment en fonction du déplacement et de l'usage. Du déplacement et de l'usage, tout à fait. Okay. Mais le week-end, en Paris, sincèrement, j'utilise pratiquement jamais la voiture. Très rare. Est-ce que vous avez en dehors de vos multiples responsabilités, vous avez un hobby spécifique? Moi, je suis savoyard, donc j'adore le ski. Et j'aime bien la plongée aussi. Et puis après, j'adore bien manger et bien boire. Mais en France, on est bien. Moi, je suis bourguignon, alors. Voilà. Vous ne pouvez pas mieux tomber avec moi. Est-ce que vous avez une devise ou à titre perso non, pas vraiment. Ou tout du moins celle du groupe? C'est quoi celle du groupe? Il y a une devise française et une devise allemande? Non, parce qu'on est aligné. Donc la devise du groupe, c'est Shaping the Mobility for Generations to Come. Donc développer la mobilité pour les prochaines générations. Moi, en ce moment, j'ai pas de devise, mais en ce moment, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'aime bien Audiard, donc je disais il y a pas longtemps, parce qu'on est dans cette phase de transformation, il faut qu'on avance, donc j'aime bien l'analogie à Taxi pour Tobruk avec un con qui avance plus vite que deux intellectuels assis. Donc il y a rien là-dessus, mais il y a un moment, et bon, je pense pas qu'on est con en plus, mais il faut qu'on avance et il faut avancer vite. Ça veut dire que certaines fois, on n'a pas le temps d'analyser tous les paramètres, ce qui est par moment un peu le propre de notre industrie. On a eu des cycles longs, on a eu des cycles de développement de produits qui étaient assez longs. Aujourd'hui, on est bouleversé, donc ça veut dire qu'il faut être capable d'être flexible et de prendre des risques. C'est pas toujours évident, mais c'est franchement une période de transition intéressante. Donc c'est pour ça que je pensais à cette situation qui est assez marrante. Eh bien, merci beaucoup. Nous voilà arrivés au terme de cette grande interview. Donc, un grand merci à notre invité du jour, Xavier Chardon, patron de Volkswagen Group Sans France. Merci également à nos éditeurs et spectateurs. Merci de nous suivre sur News Mobility. Et pour vous tenir informé des actualités du secteur des mobilités, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos newsletters, dont le lien s'affiche là, juste en bas de votre écran. Allez, à très vite pour une nouvelle grande interview sur News Mobility en juin et en juillet. Merci, au revoir. Merci, au revoir.